Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Chocolat Culture. J'avais prévu de faire une pause de 1 mois au niveau de la chandeleur et nous sommes à 3 mois quasiment, jour pour jour. Désolée, j'ai eu pas mal de choses à faire, puis on a eu le passage du Covid, puis d'autres maladies, donc de toute façon, il n'y avait pas trop de temps. Voilà. Alors, par contre, j'avais pas prévu de revenir aussitôt, mais l'actualité m'a forcé un petit peu à travailler un peu plus, à faire des recherches pour vous présenter donc La Servante écarlate de Margaret Atwood. Margaret Atwood est née en 1938 à Ottawa, au Canada, rien à voir avec le groupe, et elle est autrice, poète et critique littéraire. À 16 ans, elle décide qu'elle sera écrivaine. En 1962, elle obtient une maîtrise en littérature anglaise et elle prolonge ses études jusqu'en 1966. En 1961, elle autopublie son premier recueil de poésie, Double Perséphone, pour lequel elle reçoit la médaille E.J. Pratt. Par la suite, elle publiera une vingtaine de recueils de poésie. En 1987, elle publie son roman le plus connu, La Servante écarlate, pour lequel elle reçoit plusieurs prix, dont le Arthur C. Clarke, et elle continue d'en recevoir en plus. Il s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde et devient même un classique de la littérature anglophone. Par ailleurs, en 1990, il a été adapté au cinéma par Schlöndorff, vous admirerez mon accent, et à partir de 2017 en série pour HBO. Son œuvre est une dystopie, il décrit une société imaginaire totalitaire à laquelle il est impossible d'échapper. Donc, dans le roman de Margaret Atwood, on se situe aux États-Unis, qui est devenue la République de Gilead ou de Galad, ça dépend de la traduction en fait. Et on suit le personnage de Defred, qui n'est pas son vrai prénom, hein, c'est une jeune femme à qui on a changé le prénom. C'est sympa. À qui on a changé le prénom et qui est donc devenue servante écarlate parce que, en fait, elle a le pouvoir de procréer. On en est là à ce moment-là. Et elle fait partie d'une famille donc riche en fait, parce que il y a aussi des classes sociales, c'est-à-dire que tous ceux qui sont commandants, ils ont une épouse, une Martha et une servante écarlate. Et là, vous me direz, mais quelle est la différence entre les trois? En fait, une Martha, c'est l'intendante, la gestionnaire de la maison, au niveau de la cuisine, de la maison, tout ce qu'il faut faire. Et aussi, elle s'occupe en fait des servantes écarlates pour les surveiller et pour vérifier qu'elles ne manquent de rien. Donc elles sont pas trop appréciées en fait, les servantes écarlates de ce côté-là. L'épouse, en fait, mariage arrangé, tout ça. Elles font aussi partie de la haute, et le souci, c'est que généralement, on dit que les femmes sont stériles. Les femmes, pas les hommes. Hein. Et les servantes écarlates, donc, sont les femmes qui ont le pouvoir de procréer. Et en fait, si ça marche pas, c'est quand même un peu de leur faute. Voilà, une grosse ambiance. Donc les femmes ont été triées comme ça, en 3 castes, on va dire. Et celles qui sont en dehors de ces castes-là ne font pas partie de la société. Voilà. Et donc, Defred, ayant eu un enfant, est une servante écarlate. Et en fait, chaque mois, je crois, a lieu ce qu'on appelle la cérémonie, c'est-à-dire que ils vont avec le commandant, il y a une certaine cérémonie qui prend place pour procréer. Voilà, je vous laisserai découvrir dans le roman ce qui se passe réellement. Et cette société-là, en fait, on voit comment elle s'est construite grâce à Defred, qui réfléchit à comment on en est venu jusque-là. Et c'est là où c'est hyper intéressant et pas mal flippant, c'est qu'en fait, ça n'a pas été, comme elle explique dans le roman, ça n'a pas été un coup d'état d'un coup. En fait, ça a été des petites choses qui ont été mises en place jusqu'à l'explosion finale. Et ça a commencé par le compte en banque qui a été fermé. Vous savez qu'avoir un compte en banque à notre propre nom, c'est récent. Hein, c'est du 20e, mi-20e d'ailleurs, côté 1950. Avant, il fallait avoir l'accord du mari, ou l'accord du père, ou l'accord du frère. Yes. Donc là, en fait, hop, on enlève ce droit-là. Puis un jour, elle est à son boulot, et le patron dit vous devez toutes partir. Et il n'explique pas trop pourquoi, et en fait, elle apprend le soir même que les femmes n'ont plus le droit de travailler. Hop, on enlève notre liberté. Puis ça va être les vêtements, puis ça va être la coiffure, puis ça va être plein de choses, en fait. Et ce roman-là est très impressionnant, en fait, parce qu'il prend pied dans notre réalité. C'est une dystopie, donc en fait un genre littéraire qui est très apprécié. Généralement d'ailleurs, quand on demande de citer au moins 2-3 noms de dystopie, ceux qui vous viennent naturellement en tête, c'est 1984, c'est Fahrenheit 451, ou ça va être aussi Le meilleur des mondes. Mais je dois vous avouer que La Servante écarlate est une excellente dystopie, parce que ça prend tellement pied dans des choses qui existent déjà, dans du réel en fait, que à la fin on se dit on va faire gaffe. Et cette lecture-là, elle est très très importante.
Donc je vous parlais des prénoms, je vous disais qu'elle s'appelait De Fred, parce que son commandant s'appelle Frédéric quelque chose. Donc on pense que c'est Frédéric Waterford, on n'est pas sûr. Et en fait, les servantes écarlates ne possèdent plus leur prénom. On les a déshumanisées, puisque finalement elles deviennent qu'un ventre procréateur, et elles portent un dérivé du prénom du commandant qui les possède. On va dire ça comme ça. Donc il y en a une, c'est son commandant s'appelle Warren, elle s'appelle De Warren, De Glenn, De Fred. Ou en anglais ça fait of Warren, of Fred et of Glenn. Voilà, et c'est... Margaret Atwood a réussi un tour de force. Parce que, en fait, c'est presque le roman qui nous dit faites attention, c'est en supprimant petit à petit des droits qu'on va se retrouver dans une situation qu'on ne maîtrisera plus. Et c'est vraiment impressionnant à lire, en fait. Et je le conseille vraiment. D'ailleurs, il y a eu une adaptation en roman graphique, celle-ci, donc chez Robert Laffont, c'est fait par René Huneau, j'espère que je le prononce bien son nom. Et je vous montre, voilà, vite fait, quelques... J'ai pas fait le plus drôle là. Voilà. Enfin, de toute façon, ce roman n'est pas drôle. Et c'est hyper intéressant en fait à lire parce que déjà les femmes sont sur le devant de la scène. On voit que des femmes. Voilà, il y a 2-3 hommes, mais c'est vraiment que des femmes. Donc il y a le souci féministe, mais il y a aussi celui de la lutte des classes. Parce qu'en fait, la société est aussi divisée en fonction de ton... C'est-à-dire que, par exemple, un gars qui n'a pas de fortune, qui n'a pas tout ça, ne peut pas avoir d'épouse, ne peut pas avoir de servante écarlate, ne peut avoir personne. Et c'est intéressant, donc elle a réussi à créer une société où il y a une grande disparité au niveau social et une grande disparité forcément entre hommes et femmes, puisque c'est donc une dictature théocratique, un patriarcat extrêmement fort en fait, qui domine complètement la vie des femmes et que les femmes doivent complètement se soumettre, tout en leur disant qu'elles sont libérées. Ce roman-là est très très fort. Alors c'est pas le plus joyeux que j'ai pu vous conseiller, mais au vu de ce qui se passe en ce moment, au vu de l'actualité, je crois qu'il est important de se replonger des fois dans des romans comme ça pour se souvenir et pour anticiper un peu ce qui pourrait se passer. Donc le lien avec l'actualité, tout simplement, c'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Je pense que vous êtes au courant par les infos ou les réseaux sociaux. Donc c'est la Cour suprême qui pourrait décider dans les jours à venir d'annuler la décision donc, de Wade versus Roe. Et alors, pour vous expliquer, déjà, il ne faut pas transposer le modèle français sur le modèle américain, ça n'a aucun sens, puisqu'on ne fonctionne pas de la même façon, c'est pas le même type presque de démocratie, en fait, on pourrait dire ça. Et c'est-à-dire que les juges qui sont à la Cour suprême sont apparemment nominés par le président et par 6 d'entre eux qui ont été nommés plutôt. Je crois que nommés c'est mieux. Nommés par Donald Trump. Donc forcément, ça n'allait pas être ultra démocrate, quoi. Donc c'est républicain, mais bien à droite, qui décide donc d'annuler cette décision, c'est-à-dire d'annuler le droit à l'avortement. Alors, je sais que ce sujet-là fait toujours autant polémique, parce qu'on peut être pro-vie, pro-choix, et finalement, qu'est-ce qui se passe? En fait, la décision d'annuler ce droit est importante et pose beaucoup de questions. Parce que c'est pas parce que vous allez interdire l'avortement qu'il n'aura pas lieu. Déjà, l'avortement, c'est un acte qui date d'il y a littéralement des millénaires. Littéralement. On a trouvé des traces en Égypte ancienne, en Grèce ancienne et tout ça. Donc ce n'est pas nouveau, déjà. Et en fait, en interdisant l'avortement, on interdit le choix, mais on interdit surtout l'avortement médicalisé. C'est-à-dire que les personnes proches de ces juges, en fait, les femmes, les épouses, les filles, les nièces, enfin, de ce genre de classe sociale, en fait, n'auront pas de souci pour se faire avorter, puisqu'ils sont suffisamment puissants et riches pour envoyer les filles discrètement au Canada subir un avortement, ou alors le médecin de famille qui va arriver pour faire l'avortement. Mais il y a toute une frange de la population qui est énorme, en fait, qui n'auront pas accès à ça. Et du coup, les fausses d'ange vont revenir. C'est-à-dire que les personnes vont devoir avorter par aiguille à tricoter au centre, avec le taux de mortalité qu'on connaît. Et j'ai lu des réactions aussi sur les réseaux sociaux, notamment un prêtre français, qui disait « Ah, mais j'attendais ce moment-là depuis toute ma vie, et en plus, trop bien cette décision-là, les femmes pourront être entourées, les futures mères pourront être entourées pour supporter au mieux leur maternité. »
Et je vous avoue que quand j'ai lu ça, j'ai un peu hurlé intérieurement parce que ça souligne juste à quel point on ne connaît pas le système américain. Parce que, encore une fois, ce gars-là a transposé le système français, où effectivement nous sommes soutenus. Je suis passée par la maternité très très récemment, genre l'année dernière, et je n'ai jamais rien déboursé. Rien. J'ai la chance, j'ai fait des examens en plus d'ailleurs. Voilà, j'ai subi des échographies qui n'étaient pas dans l'hôpital prévu. J'ai eu des examens, les prises de sang, le test de glycémie, tout ça. L'accouchement a été aussi très très particulier. Et il y a eu beaucoup d'actes médicalisés autour de la naissance. Je n'ai rien déboursé. La Sécu a pris en charge une partie, la mutuelle l'autre partie. Et en fait, j'ai juste eu, gros guillemets, hein, j'ai juste eu à accoucher. Aux États-Unis, c'est pas du tout la même. Chaque acte médicalisé doit être payé par la personne qui le subit, qui a le droit en fait. Enfin, plutôt de subir, c'est un peu dur comme mot. Par la personne qui en a besoin, c'est mieux. Par exemple, il y a une américaine qui expliquait que elle était contente de payer la ventoline en France quand elle était en vacances en France parce que ça lui coûtait 6 €. Aux États-Unis, c'est 77. Il y a plein de choses comme ça. Un accouchement, une femme en a parlé sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, elle a payé 50 000 $. Donc, transposer le modèle français sur le modèle américain en disant que les femmes sont entourées, c'est pas vrai, parce qu'en fait, ils n'ont pas tous les moyens de se payer un accouchement comme nous on le fait en France. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier, en fait. Et donc, il y a un rejet de la préservation de la vie, et pour des personnes qui disent pro-vie en disant non, vous tuez un fœtus, en même temps, vous n'en avez rien à péter de tuer la mère. Surtout, on a une réaction extrême d'une républicaine, je sais pas si c'est une sénatrice ou une juge, qui disait qu'il faudrait condamner aussi les femmes qui doivent avorter parce qu'elles ont une grossesse extra-utérine. C'est chaud quand même, hein. Donc on refuse aux femmes le choix de faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Et c'est juste, pour moi, ce n'est juste pas normal. Pourquoi les hommes ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur corps, de ne pas subir de contraception, par exemple, de pas... Pourtant, s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de grossesse, hein, et eux, on laisse tranquille, et nous, les femmes, on doit subir encore une forme d'oppression, donc ne pas être libre de ce qu'on veut faire avec notre corps. Et ça, c'est pas normal. Il y a aussi une histoire de contrôle du corps de la femme. C'est l'impression qu'on veut contrôler parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. J'ai lu plusieurs ouvrages dessus, en fait, plusieurs articles aussi, qui disaient que le corps de la femme, on ne comprend pas parce qu'on n'a pas fait beaucoup de recherches dessus, puisque les chercheurs jusqu'à récemment, c'était quand même des hommes, et le corps d'une femme, voilà, le corps des hommes. Par exemple, les médicaments sont... les molécules et tout ça, c'est en fonction du corps des hommes, de la réaction du corps des hommes, pas du corps des femmes. On n'a pas forcément les mêmes réactions. Donc c'est dommage, par exemple, l'endométriose, on commence à en parler depuis 5-6 ans. Alors que ça fait... ça a toujours existé, l'endométriose, et on ne sait pas encore grand-chose dessus. Parce qu'à chaque fois qu'une jeune fille ou une jeune personne allait voir son médecin en disant j'ai mes règles, j'ai super mal au ventre, on disait oh, c'est bon la petite chochotte là, et on filait généralement Doliprane ou Antadis. Hein, Antadis, ça vous dit quelque chose? Donc voilà, tout ça c'est pas normal, on rejette le choix, et on rejette aussi la bonne santé des personnes, des femmes qui sont donc enceintes, et c'est juste... terrible quoi. Et c'est en ça aussi où le féminisme est important, parce qu'on a tendance à un peu, ces derniers temps, à taper sur le féminisme en disant ah, c'est contre les hommes, c'est contre les hommes. Non, c'est juste pour que les femmes puissent avoir le choix. C'est juste pour que les femmes soient à l'égalité des hommes, c'est-à-dire choisir ce qu'elles veulent ou non, avec la même liberté que les hommes. Et ça, c'est super important. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de lire La Servante écarlate. Alors vous l'avez donc en roman que j'ai prêté et que l'on n'a toujours pas rendu, hein, petit frère. Et vous avez l'adaptation en roman graphique, si jamais... Enfin, les images, elles sont super belles et tout. Peut-être plus facile à lire, je ne sais pas. Moi, j'ai lu les deux, ça m'a convenu. Voilà. Vous allez me montrer tout à l'heure encore des petites planches et tout sympa. Et vous avez aussi des adaptations, donc au cinéma, je ne l'ai pas vu, et en série, j'ai arrêté. Je faisais des cauchemars avec la série, pour dire qu'elle est vraiment bien faite. Donc, lisez La Servante écarlate, faites attention. Voilà, parce qu'on cite beaucoup Simone de Beauvoir. Faites attention, parce que c'est effectivement en temps de crise où les droits se réduisent. D'ailleurs, je finis sur ça, Margaret Atwood aussi parle des personnes qui ne sont pas hétérosexuelles et comment elles sont traitées par cette société-là, donc c'est-à-dire qu'elles n'ont plus aucun droit. Or, le prochain pas, en fait, la Cour suprême, après avoir supprimé l'avortement, c'est de supprimer le mariage pour tous. Voilà, donc on a vraiment
un petit virage extrémiste, tout ça, qui fait un petit peu peur, je trouve. Donc, je vous souhaite quand même un bon week-end. Voilà, avec ça, je vous promets de revenir avec des sujets parfois un petit peu plus joyeux, parfois plus historiques, ça dépendra un petit peu de mes lectures, même si là j'ai 2-3 vidéos qui sont prêtes, enfin qui sont écrites, donc elles sont prêtes à être tournées. Et je vous souhaite donc un bon week-end, mouchez-vous bien avec le pollen, et surtout lisez. Salut!